pour un simple rien, parce que quelqu'un serait allé suivre le procès au Conseil constitutionnel, cette personne est arrêtée et mise en garde à vue. Bon, et vous savez, personne n'est surpris. Personne n'est surpris parce qu'en réalité, le régime en place s'est structuré de telle manière qu'à tous les niveaux, ils ont le contrôle. Que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau des institutions qui vont organiser les résultats. Et on a l'impression qu'il y a une consigne qui est donnée certainement aux forces de maintien de l'ordre ou à certaines personnes. Vous avez dit impression. Je dis bien, on a l'impression, à travers ce qui se vit sur le terrain, on a l'impression, parce que je prends un cas simple, nous avons assisté à une réunion. Il y a des collaborateurs qui ont assisté à une réunion organisée par le chef d'État dans le cadre de la sécurité concernant les élections qui arrivent. Et il y a des propos qui ont été tenus tels que vous avez l'impression qu'on est en train de restreindre les libertés. C'est-à-dire, même à votre siège, on vous dit, si vous allez vous réunir, si vous êtes déjà 10, il faudrait que vous m'en informez. Quel est je sais pas, la base juridique qui certainement amène peut-être ce type d'exigence vis-à-vis des partis politiques. Donc en réalité, vous n'êtes plus libre de vos mouvements, vous n'êtes plus libre de vous mouvoir. Et ça, c'est extrêmement grave pour notre pays. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les Camerounais sont déterminés. Et quel qu'en soit... Est-ce que les réunions des partis politiques dans le siège ne doivent pas être déclarées? Non. Les réunions des partis politiques dans les sièges ne doivent pas être déclarées. C'est ce que dit la loi. Oui, une association. Attends, dites-moi, les associations, les partis politiques, ce sont des associations qui fonctionnent exactement comme les autres associations. Non, ça, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, c'est-à-dire que dans une moindre mesure, ces associations fonctionnent dans une moindre mesure. Il y a des spécificités parce que c'est la politique. Ah, ok. Il y a des spécificités parce que c'est la politique. Mais dans le cadre du rassemblement ou du regroupement, quand vous avez un siège, vous pouvez y tenir vos réunions, Parce que quand on le dit, si vous allez informer le responsable des forces, des autorités en charge de la sécurité. Mais vous allez donc faire comment? S'il faut que vous recrutez les scrutateurs, s'il faut que vous formez vos scrutateurs, est-ce que si vous allez réunir 10 fois, 20 fois, à chaque fois vous allez appeler l'autorité pour lui dire nous réunissons? Ça, c'est restreindre les libertés des uns et des autres. Et c'est pour cette raison que nous disons que en réalité, ceux qui mettent le désordre au pays, ceux qu'on peut qualifier même de pyromanes, ce sont ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que c'est eux qui font tout et tout pour qu'il y ait cette étincelle qui mette le pays en difficulté. C'est leur comportement qui met le pays en difficulté. Et il faut que ça puisse cesser. Dr Ngapou, de nombreux opposants se sont exprimés sur cette sortie de l'Organisation des Nations Unies qui, selon eux, arrive un peu tard. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Après, discuter sur les questions de calendrier, c'est une chose. Ce que je voudrais rappeler, c'est un cadre général dans lequel les relations sont tissées dans les États, entre les États et l'Organisation des Nations Unies, ainsi de suite. Je pense que le 9 mai 2025, lorsque l'Organisation des Nations Unies a signé une convention qui était destinée à optimiser les élections au Cameroun dans une démarche visant à renforcer la transparence et l'inclusivité du processus électoral, le gouvernement camerounais était satisfait. Tout le gouvernement était satisfait. On n'a pas entendu le parti au pouvoir réclamer quoi que ce soit. Tout le monde était content. Maintenant, la même Organisation des Nations Unies dit qu'il y a une restriction des espaces civiques, attire l'attention là-dessus et déclare qu'il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Là, on dit, oh, mais l'ONU raconte n'importe quoi, ça ne va pas. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ce que je voudrais dire, c'est que sur ces questions de timing qui sont posées, sur ces questions de soupçons, de déstabilisation, ainsi de suite, non, ça a affaire à des personnes qui n'ont pas de notion de fair play. On a affaire à des gens qui n'ont pas la notion du fair play. Et ici, dire les questions de restriction, on dit l'ONU vient plus tard. Ce que les gens doivent comprendre, c'est comment ça fonctionne à l'ONU. Avant de faire la déclaration qu'ils ont faite, ils font des enquêtes. Ils rencontrent les parties prenantes, ils rencontrent les citoyens, ils rencontrent les formations politiques, ils rencontrent tous les acteurs
de la vie, les journalistes. Et c'est à l'issue de tout cela, après un certain nombre de travaux qui prennent un peu de temps, qu'ils font leur déclaration. Ce n'est jamais fait au hasard. Donc le timing doit être lié à ce temps nécessaire d'analyse, d'étude et de recul pour pouvoir faire des déclarations. Maintenant, il faudrait simplement, si on est dans un contexte de fair play, que les gens comprennent à quoi ça renvoie. C'est une nécessaire vigilance parce que, Bombok le disait tout à l'heure quand il évoquait les textes de 1957, le Cameroun a quand même fonctionné pendant plusieurs années sous la tutelle des Nations Unies. Et on a toujours bénéficié dans ce pays, régulièrement, y compris aujourd'hui, de l'accompagnement des structures internationales et d'autres qui nous aident souvent à nous défendre contre nous-mêmes. Parce qu'on voit très bien que ce qui est décrit ici par M. le maire sur des restrictions anormales, ça fonctionne. On n'a pas besoin, lorsqu'on a une association, lorsqu'on a un parti politique, qu'on a un siège, de se réunir dans son siège. On n'a pas besoin de faire une déclaration. Et après, les gens confondent. Ils pensent qu'on doit faire une demande. Il n'y a pas de demande à faire lorsque vous êtes une formation politique. Vous faites une déclaration d'une manifestation lorsqu'elle est publique. Et l'idée, c'est quoi? L'esprit de la loi, c'est lorsque vous faites cette déclaration, c'est pour que l'État qui est censé nous protéger tous assure votre sécurité et garantisse que les choses, qu'il n'y a pas de risque particulier qui pourrait être lié à l'activité que vous souhaitez organiser. Voilà l'esprit. Mais il faudrait qu'on soit dans l'apaisement et pour cela, que les gens comprennent aussi que lorsque l'ONU fait cette déclaration, ce n'est pas au hasard. Et parfois, l'ONU met un certain nombre de dispositions en faveur, puisque c'était dénoncé, souvenez-vous, à l'époque par le professeur Maurice Kamto, cette convention qui avait été signée avec l'ONU, lui n'était pas satisfait de son point de vue. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, lorsqu'on est organisateur, à chaque fois qu'il y a une chose qui appelle à vigilance, qu'on commence à soupçonner que c'est une déstabilisation. Non, l'ONU est dans son rôle et dans son temps, par rapport au temps qui s'est donné pour l'étude et pour avoir des avis. Bombok, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme appelle donc Yaoundé à prendre des mesures urgentes pour garantir un environnement propice à des élections libres, transparentes, inclusives et honnêtes. Cette sortie, est-ce qu'elle est opportune? Non. D'abord, je m'astigne un peu sur certains propos de monsieur le maire. J'ai dit non, pourquoi? C'est l'ONU qui organise la mascarade. J'ai essayé de vous parler tout à l'heure des élections de la loi 4 de décembre 1956. Je peux revenir aux élections législatives du 17 juin 1951. L'ONU ne s'était pas offusquée que la candidature de Rouben Oumniobé, par exemple, a été bloquée. A été réhabilitée à 23h, 30 minutes avant la clôture de la campagne électorale pour l'élection qui a le lendemain. Tous ces manœuvres, l'ONU n'a laissé. L'ONU est venue organiser les semblants d'élections partielles en 1959. Rien du tout. Le 11 février 1961, pour nos frères d'expression anglaise, Aïdjo lui-même avait dit à l'époque que c'était une journée de deuil national. Donc en fait, l'héritage que l'ONU nous laisse, c'est un héritage de manipulation des élections. C'est un mauvais héritage vers le consensus national. Donc, il y a ça, bon, en appuyant ce que M. le maire disait tout à l'heure, il y a trois actions principales, madame, que nous les citoyens devons comprendre. Un parti politique, pourquoi on dit qu'il est partisan? Je peux décider de créer un parti politique qui tienne comme orientation principale les Lions indomptables du Cameroun, dans l'équipe nationale. Je me dis, voilà le ciment que je vais prendre. Mais je sais qu'il existe le sous-sol, que je vais parler d'énergie. J'ai dit, voilà pourquoi j'oriente donc mon objectif politique autour du ciment qui constitue pour moi les Lions indomptables du Cameroun. Il faudrait donc, ça c'est l'objectif, il faudrait donc que les Camerounais qui y adhèrent, je leur explique cette idéologie. Ça veut dire que j'ai la possibilité de m'exployer en action politique. Mais les habitants de mes comités de base, mes sections viennent régulièrement. Mais toi qui parles de Lions indomptables là, évidemment on ne comprend pas. Ça veut dire que quand on sera là, on va baser notre politique sur le football, que je leur explique que non. De mon point de vue, il y a une désagrégation sociale. Et si on oriente, on crée un imaginaire collectif autour de ce que le football va comprendre, on va s'unir, on va créer un ciment
Et là alors, l'exploitation du sous-sol, ainsi de suite, pourra. J'ai l'attitude de le faire. Un autre peut orienter autrement sur l'écologie, sur. Mais est-ce que l'ONU nous a laissé les éléments ou alors l'imaginaire que les partis politiques doivent se déployer de cette manière? Non. J'ai dit non. C'est-à-dire, ils sont des SDF. Quand ils veulent, ils sont dans une dynamique, ils sont dit, s'ils veulent rendre compte à ses camarades, alors, il faut qu'ils demandent au sous-préfet que non, camarades, au regard de retrouvons-nous au siège du parti, je voudrais que ce soit les présidents ou alors les membres du bureau de la circonscription électorale qui viennent. On a, pourquoi ça? Voilà les orientations, c'est ce qu'on appelle l'action politique. Ça peut donc sortir hors du siège où ils n'ont pas l'obligation de déclarer, vers l'espace public parce qu'il se dit, bon, nous avons 500 militants, mais je pense que nous avons vocation nationale. Je sais que je suis à Douala, à Loum, mais il me semble qu'à l'extrême nord, il y a des gens, des compatriotes qui pensent comme moi. À ce moment, il se déploie donc pour chercher des sympathisants. À ce moment, il peut déclarer la manifestation. On dit bien déclarer. Mais pourquoi donc les autorités n'accompagnent pas en disant que mais, le type là qui dit que lui c'est les lions indomptables, il vient même dire quoi? Ou que l'autorité te reçoit dit que non, voilà. Donc l'ONU est tenue pour responsable de ce comportement totalitaire de notre État. Très bien. Docteur Patrick Rifo, et la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Yaoundé a la capacité d'écoute nécessaire pour prendre en compte cette alerte qui, bien que pas contraignante, reste le sentiment de bon nombre de citoyens opposés à la politique du régime de Yaoundé, du régime en place? Madame Leila, ce que nous constatons, nous, au RDPC, c'est que ces élections se présentent plutôt sous de bons auspices et qu'elles vont probablement être des élections apaisées. Vous avez regardé la vidéo du sous-préfet de Menganga lors du meeting de l'UNDP? Je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. J'ai constaté que les imprécations et le messianisme qui avaient caractérisé la présidentielle de 2018 ont disparu de l'espace public. On a plutôt des débats qui portent sur les projets, on a plutôt des débats qui tendent à promouvoir un candidat sans verser dans le dénigrement systématique, ce qui était le cas en 2018. Et moi, je voudrais me féliciter de cette atmosphère qui est une atmosphère plutôt sereine. C'est-à-dire que je souhaiterais que les élections se tiennent dans ce cadre-là. Pour autant, cela ne signifie pas que tout est permis. J'entends parfaitement qu'il y a eu ça et là une interdiction de se réunir ou une interdiction de manifester. Mais est-ce que c'est la règle générale? Cabral Libye est en train de faire le tour du Cameroun en ce moment. Où est-ce qu'il a été empêché de s'arrêter? Pourquoi c'est permis pour Cabral Libye et puis c'est... Madame Leila, ce n'est que l'introduction. Interdit dans la Damawa, même présentation de livres, y compris celui à Ezeka. Oui, mais on n'était pas on est d'accord, bon, mais ce n'était pas dans cette période. C'était même plus grave puisque c'était un tournée parlementaire. Ce n'était pas dans cette période. Nous parlons de la période ouverte par l'élection. Nous parlons de la période ouverte par l'élection présidentielle. Momok a mentionné qu'il est en tournée parlementaire. Donc il rendait compte à ses populations. Bon, c'était vraiment une tournée parlementaire où il faisait la promotion de son livre. Parce qu'il faut choisir, hein. Il faut choisir. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on voit bien que l'honorable Cabral Libye, il a sa caravane, il est en train de faire le tour du Cameroun. On voit bien que le MRC, qui a eu une interdiction de se réunir à Maroua, a quand même tenu son conseil national à son siège à Oudja. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la même formation politique, dans une ville qui est derrière la capitale, ils peuvent se réunir comme ils le veulent, mais à Maroua, ils ne le font pas. Ça, il faut se poser. Comment vous justifiez ce qui s'est passé à Menganga avec l'UNDP? Je vais y arriver. Il faut commencer par se poser la question. Parce que s'il y avait une restriction, ce serait une restriction générale. On voit bien que les situations sont au cas par cas. Vous avez parlé de Menganga. Oui. Est-ce que l'UNDP avait même prévenu les autorités de son arrivée dans la ville? Non.
Oui, oui. Ah bon? Le sous-préfet avait dit, je ne veux pas de défilé motorisé, je ne veux pas de chevaux, je ne veux pas de... Et ils ont choisi, je suis désolé, ils ont choisi de passer outre les recommandations de l'autorité préfectorale. Mais à partir du moment où, et ça nous ramène aux personnes qui ont été interpellées devant le Conseil constitutionnel, ces mêmes personnes, nous sommes dans un État organisé. Lorsque les autorités prescrivent un comportement, il vaut mieux que vous vous y conformiez. Si vous décidez de passer outre les prescriptions des autorités, mais bien sûr que ce qui va se passer, c'est qu'on va interdire. Bien sûr que ce qui va se passer, c'est qu'on va interpeller. Mais respectons la loi. Comme ce fut le cas pour Jean-Benoît Mevois du Manidem lorsqu'il a été interpellé juste après le Conseil. Respectons la loi. Je ne connais pas cette situation, je ne sais pas dans quelles circonstances. Mais vous connaissez la situation, les situations des 53 autres qui ont été... Eux, effectivement, ils n'ont pas respecté. Monsieur Mevois, je crois qu'il était dans la salle du Conseil constitutionnel. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, madame a posé la question. Qu'est-ce qui empêche l'autorité administrative à un service de concertation? Ce que je veux dire... savoir que l'organisateur lui dise que, mais, monsieur le préfet, la distance de 2, les motos qui viendront ne seront pas pour un défilé. Il n'accepte même pas cette concertation-là. Ça peut diminuer un certain nombre de choses. Écoutez, premièrement, l'autorité administrative est généralement bien renseignée. Et les décisions qu'elle... vous pensez que vous êtes mieux renseigné que le sous-préfet dans votre ville? Vous le pensez? Ok. Voilà. Et ayez la modestie de reconnaître... Les autorités administratives sont les militants du RDP. Ce n'est pas vrai. On va pas Ce n'est pas vrai. Ils assistent à tous les meetings. Vous avez le cas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez cette affirmation. Nous avons vu l'autorité administrative dire que je suis... Vous avez leur cadre de militant. Vous n'avez pas leur cadre de Ils sont militant. nombreux à être nommés au Conseil constitutionnel alors qu'ils figuraient encore dans la liste. Nous avons vu ici quelqu'un au Conseil constitutionnel qui est dans la liste Emmanuel Baudet. Oui, ça c'est un cas. Qui vont organiser les... Et vous vous permettez à Mondovision de venir répéter un fait. Monsieur le maire, tenez votre rang et abstenez-vous de dire des choses qui sont inexactes. On a vu des membres du bureau politique du RDPC. Non. Monsieur le maire vient de dire qu'un responsable de l'ECAM va battre campagne. Si. Je vous dis une chose, ne faites pas de fausses interprétations. Voilà. Ne faites pas de fausses interprétations. Il faut commencer. Je dis très bien que nous avons vu ici les membres du Conseil constitutionnel être nommés alors qu'ils sont encore les membres du bureau politique du RDP. Monsieur le maire, comment vous dites ça? Lorsque Laurent Fabius a été nommé, je ne pense pas qu'il avait préalablement démissionné du PS. Vous voyez, c'est pas parce que vous prenez les exemples ailleurs quand ça vous chante. Je suis désolé, cher ami. Je suis désolé, cher ami. On a 6 juges américains de la Cour suprême qui sont des juges républicains. Personne ne leur a demandé de récuser leur appartenance. Je veux vous faire remarquer que leur niveau d'intégrité n'est pas le même qu'ici chez nous. Il faudrait le dire. Ne venez pas faire. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. C'est avec ce niveau. Et donc, monsieur Rifo, est-ce que Yaoundé a la capacité d'écoute? Permettez. Vous savez, apprenez, ayez la sagesse, la communication, c'est aussi l'écoute. Oui. Acceptez d'écouter ce qui vous déplaît. Tout à fait. Parce qu'en matière d'interruption intempestive, vous n'avez pas la séance que je peux avoir. Non, ça ce n'était pas un échange. Vous me coupez de manière intempestive. Moi, je vous écoute religieusement et vous ne dites pas forcément des choses très intelligentes depuis que vous êtes assis. Non, il ne dit pas des choses qui vous font plaisir. Je veux dire, vous n'avez pas la capacité, docteur Rifo, de dire si oui ou non les choses. Je vous ai dit, messieurs, que je tiens à ce que le respect soit le maître mot sur ce plateau. Allez-y, docteur Patrick Rifo. Donc, je dis une chose simple, on voit bien qu'il y a des situations particulières dans lesquelles une autorité administrative, dans une zone, peut décider de prendre une interdiction. Ce n'est pas la règle générale. La plupart des candidats ont la capacité de se mouvoir comme ils le veulent. C'est ce que nous observons. Donc, on ne peut pas prendre prétexte d'une ou deux situations pour prétendre qu'il y aurait restriction des libertés. Mais moi, je suis désolé. Ça n'avait pas lieu d'être. Je suis désolé. Ce que moi je connais, c'est la raison statistique. Et la raison statistique me dit c'est 50 plus 0,1. C'est ça qui fait la majorité. Donc,
À partir de combien de cas est-ce que l'ONU s'autorise à faire ce type de sortie? Je suis désolé. Vous me parlez d'une situation, il y a eu Cabral Libye, une situation, il y a eu le L'ONU parle des militants qui ont été interpellés après le Conseil constitutionnel, des ONG qui ont du mal à se mouvoir sur le territoire camerounais en ce moment. Moi, je ne connais pas d'ONG qui... Le REDAC a été fermé, ce sont des ONG qui on ne a sont dit plus... 3 mois. Même de 3 mois, même le MINAD ne se rappelle même plus qu'il avait seulement fermé pour 3 mois. On va au sous-préfet, le sous-préfet dit que la justice dit qu'elle ne peut pas convoquer le sous-préfet. Interrompu, ça vous le savez. À ma connaissance, cette émission qui a été interrompue. Madame Leila, vous venez de citer des cas, si on les dénombre, ça n'en fait pas 5, premièrement. Deuxièmement, il me semble, pour ce qui est des associations, que les associations auxquelles Mbombok fait allusion sont des associations qui ont été dissoutes. Le REDAC a été dissous à ma connaissance. Non. Donc, si, moi je sais que le REDAC a été... On a posé les scellés pour 3 mois. Non, il faut bien lire les textes. Moi, je sais que le REDAC a été... Je sais qu'ils sont encore en justice. Justement, il faudra donc attendre que la décision de justice casse l'arrêt administratif. Casse les scellés ou bien casse la dissolution selon vous? Casse l'arrêt administratif. Il y a un arrêt administratif. Et cet arrêt administratif dissout le REDAC. En attendant que cet arrêt-là soit cassé par la justice, cette ONG n'existe pas. Très bien. Donc on ne peut pas me parler d'une ONG qui a empêché de se mouvoir alors qu'elle n'a pas d'existence légale. Toutes les ONG qui ont une existence légale se meuvent comme elles le peuvent conformément aux lois et règlements de la République. Donc, je dis pour conclure simplement que cette sortie n'avait pas lieu d'être. C'est une sortie inopportune parce que 3 cas ne font pas une généralité. Encore que ce n'était pas 3 cas, je vous ai cité quelques-uns. Conseillers municipaux... Vous en avez cité 4, sauf que les conseillers... Vous avez balayé du revers de la main cette émission qui a été interrompue d'une façon paranormale. Je ne connais pas le dossier, pourquoi vous voudriez que j'en parle? Conseillers municipaux et chefs traditionnels sont attendus aux urnes le 30... Ah, vous ne connaissez pas le dossier? Non. De l'émission interrompue? Absolument pas. Très bien. Conseillers municipaux et chefs traditionnels sont attendus le 30 novembre 2025 afin de renouveler les conseils régionaux. L'information est contenue dans un décret signé le 1er septembre par le président de la République. Mbombok, on commence avec vos élections régionales. Comment est-ce que vous analysez le manque d'enthousiasme? Parce qu'on note effectivement qu'il y a un manque d'enthousiasme autour de cette élection, même au niveau des acteurs de ce processus électoral. 2 choses. La première, je pense qu'il n'est plus de ce monde. Le procès Mokoko Priso avait commis un ouvrage après la présidentielle de 1982 en disant Cameroun, la transition démocratique est dans l'impasse. Le professeur Victor Kamga, philosophe lui aussi, n'est plus de ce monde, a commis un autre en 1997 après la présidentielle en disant Cameroun, le banditisme politique de Paul Biya. Nous sommes, si on lit les deux, on y est, effectivement. Vous verrez que dans la Constitution, on vous dit les institutions seront mises en place progressivement. La Cour suprême remplacera le Conseil constitutionnel, voilà. L'Assemblée nationale jouera, voilà. Mais sauf que, en 2008, lorsqu'on change la Constitution, comment Paul Biya procède? Au lieu de faire en sorte que l'Assemblée nationale, qui doit modifier la Constitution par un congrès, se disent qu'aujourd'hui, nous, Assemblée nationale, on s'est réunis en congrès, alors que la Cour suprême l'avait fait pour donner les résultats des élections. On dit, nous, en tant que Cour suprême, nous réunissons en tant que Conseil constitutionnel pour donner les résultats des élections municipales, les élections législatives et présidentielles. Non, l'Assemblée nationale s'est réunie comme si de rien n'était, ils ont modifié la Constitution. Ça, c'est du banditisme politique. Et ça se fait. Et je convoque encore un de ces, entre eux, les docteurs, les universitaires. Maurice Duverger avait commis un ouvrage dans ce sens-là. Dictature et légitimité. C'est paru aux éditions Presse universitaire de France en 1982. Il y a un extrait qui dit « Les régimes totalitaires ont 3 piliers. La concentration de pouvoir, l'irrégularité de sa dévolution et la normalité de son exercice. » Et si vous nous parlez des élections, donc, les méthodes de dévolution de pouvoir chez nous, c'est les élections. Et c'est donc d'organiser de manière anormale. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui a un pouvoir absolu, parce qu'elle n'admet pas de rival.
mais seulement des subordonnés. C'est un régime qui est arbitraire parce qu'il peut les défaire tous à son gré. Et c'est un régime oppressif parce qu'il a le moyen de briser les résistances. C'est-à-dire que, et là, c'est mon avis en tant que Bombok, parce que Paul Biya aussi est un homme guide, donc nous les initiés, mais également en tant que président de la République, de donner un avis. Pourquoi le président de la République se comporte comme un homme politique et pas comme un homme d'État. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que l'homme politique pense à sa réélection et à tout ce qui conforte son pouvoir. Or, un homme d'État, vous l'avez dit tout à l'heure, pense à éviter les catastrophes à son peuple. Il pense à une orientation légitime. Est-ce que, oui, j'ai majorité, vraiment, c'est vrai, les conseillers municipaux sont là, les autorités traditionnelles qui vont voter. Mais, comme j'ai prorogé le mandat, pour avoir quand même une espèce de légitimité, ne doit-on pas organiser les municipales, les législatives et municipales, ou bien avant pour qu'il y ait quand même... Mais est-ce que la Constitution ou le Code électoral donne la possibilité au chef de l'État de proroger en modifiant la Constitution, il dit que c'est pour 7 ans. Et les élections municipales législatives, c'est 5 ans. Ça veut dire que l'État se donne les moyens, que même si 8 élections se retrouvent être organisées la même année, le budget doit être voté pour accompagner cela. Pour accompagner cela, ça veut dire que lui-même, il accepte la sanction du peuple. Maintenant, il dit, j'accepte, mais mon mandat doit être, mais les autres, je dois manœuvrer. Or, quand on entre déjà dans le manœuvre, ce n'est plus très bien. Docteur Ngapo, quelles sont les chances des partis politiques de l'opposition d'avoir des délégués de département élus pour siéger dans les 10 conseils régionaux quand on sait que la majorité justement des conseillers municipaux appartiennent au RDPC? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Je pense que c'est... Alors, pour répondre directement à vos questions, éventuellement, si vous m'accordez une minute de parler d'autres choses dans ce sens-là, les conseillers régionaux, il y en a 990 par région, 70 élus par les conseillers municipaux, et on en a 20 par région qui sont parmi les chefs traditionnels. Oui. Bon, il y a des choses à revoir. Vous savez, sur ces questions, par exemple, de chefs traditionnels, auxiliaires, l'administration, on a des tas de choses, un tas de débats, on n'a pas fini, mais sur les 900 conseillers régionaux, puisque vous parliez du RDPC qui est majoritaire et qui a des chances de rafler toutes les voix, il y a 540 conseillers régionaux, en principe objectivement, mais il y a 200 chefs traditionnels. Et quand vous allez regarder, vu ce qui s'est passé, la réception et leur allégeance au chef de l'État, c'est 200 chefs traditionnels qui sont aussi des gens du RDPC. En fait, il y en a 740 du RDPC dans les conseils régionaux. Là, il ne pourra pas contester, je vous coupe pas, parce que leurs statuts du parti disent que les présidents des sections, des bureaux de section, les chefs traditionnels qui sont deuxième degré sont conseillers dans les bureaux, sont membres des bureaux. C'est ça. Donc en fait, bon, en général, quand je dis ça, c'est pas pour qu'un panier de conteste ou pas. Bon, les gens, la vérité, ils peuvent vérifier de chez eux, donc les choses sont claires. 740 conseillers régionaux. Quelles sont les chances pour les autres de ne pas être élus? En fait, les chances, elles sont très fines. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est pas une question de démocratie. C'est pas une question de construire pour le Cameroun, comme Bombok disait tout à l'heure. C'est une question de maintien au pouvoir et de conserver un certain nombre d'avantages. C'est de ça qu'il s'agit. Vous verrez très bien que, concernant ces élections, c'est très simple. Ça a été dénoncé, Madame Thomas Ndamjoya l'a dit l'autre jour, ils sont heureux. Madame Rebecca Enonchon. Voilà, donc Rebecca Enonchon, ça a été dit. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, les choses ont été dites et très bien dites. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on a des manœuvres à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on a deux choses différentes et très graves. La première, c'est déporter l'attention d'une élection majeure, commencer à dire aux gens, et en même temps, en les sermonnant en disant, vous voulez être conseillers régionaux, bougez-vous, parce que vous avez besoin de financer et de vous assurer que Paul Biya est toujours élu pour que vous soyez maintenu. Donc c'est une manière de dire. Et quand vous analysez cela, je suis persuadé que les gens qui vont tenter de contester n'ont pas fait ce travail. On a regardé la liste
qui a été donné dans les différentes commissions départementales du RDPC avec les financements. Le recteur de Yaoundé 2, il doit donner 2 500 000. On a mis les noms des gens, ils doivent payer. Et les conseillers régionaux allaient chercher, parmi les 740, il y en a très peu, en dehors des maires, de quelques élus, qui avaient déjà leur nom. Donc c'est une façon de dire, vous, les conseillers régionaux qui voulaient postuler, on attend votre contribution, on attend votre mobilisation.